Comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde aussi rempli de souffrances? C'est une question immense, une des plus profondes qui soit. En 1759, Voltaire décide de s'en emparer, mais avec une brutalité et un humour absolument décapant dans son conte satirique, Candide. On y est plongé avec une ironie mordante, et c'est exactement ça qu'on va explorer. Cette phrase, elle est terrible. Elle est prononcée par un esclave mutilé au Suriname, et elle frappe vraiment au cœur du projet de Voltaire. Ce qu'elle dénonce, c'est l'hypocrisie insoutenable de l'Europe des Lumières, une Europe qui savoure des douceurs, mais qui sont produites par le sang et la souffrance. Ça révèle toutes les horreurs qui se cachent derrière le beau vernis de la civilisation. Pour bien saisir la rage de Voltaire, il faut se remettre dans le contexte de son époque. Les malheurs qu'il décrit, ce n'est pas de la fiction, pas du tout. Il écrit en réaction à de véritables catastrophes. La guerre de 7 ans, d'une brutalité sans nom, et surtout le terrible tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Pour lui, le monde réel était la preuve constante que non, tout n'allait pas pour le mieux. La cible principale de sa satire, c'est une doctrine philosophique qui était très à la mode à l'époque, l'optimisme de Leibniz. Dans le conte, cette philosophie est incarnée par le professeur Pangloss, le précepteur de Candide. Et c'est un personnage qui est aussi ridicule qu'obstiné dans ses certitudes. L'idée au cœur de cette théorie, c'est que tout, absolument tout, même les pièces catastrophes imaginables, a sa raison d'être dans un plan divin qui est parfait. Un malheur, même terrible, n'est finalement qu'une petite pièce du puzzle, une pièce douloureuse peut-être, mais nécessaire à l'harmonie globale de l'univers. Dès le début, Voltaire attaque cette philosophie avec un humour vraiment cinglant. Ici, Pangloss utilise un raisonnement complètement absurde. C'est une parodie de la logique de cause à effet. Pour lui, ce ne sont pas les lunettes qui ont été inventées pour les nez, non, ce sont les nez qui ont été créés exprès pour les lunettes. C'est ce genre de pensée dogmatique que le pauvre Candide va devoir désapprendre, et à ses dépens. Et c'est là, dans cette confrontation violente entre l'abstraction philosophique et la réalité la plus crue, que se niche toute la colère de Voltaire. Le tremblement de terre de Lisbonne, ça l'a profondément traumatisé. La question qu'il se pose est simple. Comment est-ce qu'une boucherie pareille, qui anéantit des milliers d'innocents, peut-elle faire partie du meilleur des mondes? C'est impossible. Et c'est cette indignation qui a servi de carburant à l'écriture de Candide. Du coup, tout le reste du roman, c'est quoi? Eh bien, c'est un test de résistance grandeur nature. Une fois chassé de son château, le jeune et naïf Candide est projeté dans le chaos du monde, où il va subir toutes les calamités possibles et imaginables. La grande question, c'est, sa foi en l'optimisme de Pangloss va-t-elle y survivre? Le rythme des épreuves est juste implacable. Candide se fait enrôler de force, il est flagellé, il assiste à un naufrage, il survit au séisme, il est condamné par l'Inquisition, il est volé, trahi. Voltaire accumule les désastres avec une sorte de frénésie presque comique. C'est sa manière de démontrer par l'absurde à quel point la thèse de Pangloss est indéfendable face au poids écrasant du mal dans le monde. C'est là que réside tout le génie satirique de Voltaire. En associant ces deux mots que tout oppose, boucherie et héroïque, il pulvérise littéralement le discours officiel qui glorifie la violence. Il nous force à voir la guerre, non pas du point de vue des rois et des généraux, mais à travers les yeux des victimes, pour en révéler l'horreur à l'état pur. 30 000, c'est le nombre approximatif de victimes du désastre de Lisbonne. Un chiffre brutal, factuel, qui arrache le débat philosophique à sa sphère abstraite pour le ramener à sa dimension la plus tragique, celle des vies humaines tout simplement anéanties. Pourtant, au milieu de cette traversée des ténèbres, Voltaire nous offre une éclaircie, une seule et unique exception au malheur universel. Par le plus grand des hasards, Candide tombe sur une terre mythique et parfaite, l'Eldorado. En fait, l'Eldorado, c'est le négatif parfait de l'Europe du XVIIIe siècle. C'est une société qui est fondée sur la raison, la tolérance, le savoir. Pas de fanatisme religieux, pas de prison, pas d'injustice. C'est une utopie rationnelle qui sert en fait de miroir pour mieux critiquer les folies et la corruption du monde réel. C'est la question que pose Voltaire. Même s'ils sont un véritable paradis sur Terre, Candide et son valet Cacambo décident de partir. Et la raison, elle est profondément humaine. Candide est obsédé par le souvenir de son amour, Cunégonde. Voltaire suggère ici que même l'utopie la plus parfaite ne peut pas éteindre les désirs, les attachements et les passions des êtres humains. Donc, après avoir réfuté l'optimisme par l'expérience et quitté la perfection de l'utopie, que reste-t-il? Eh bien, Candide et ses compagnons d'infortune s'installent sur une petite ferme. La grande question n'est plus de chercher une explication métaphysique au monde, mais de trouver une manière concrète d'y vivre, tout simplement. Et cette nouvelle sagesse, elle ne vient pas d'un grand philosophe comme Pangloss. Non, elle vient d'un simple vieillard turc. Il propose une philosophie de l'action, modeste, pratique, qui n'est pas fondée sur de grands systèmes de pensée, mais sur le travail concret. Le travail qui assure l'autosuffisance et qui donne un sens au quotidien.
La leçon finale de Candide, c'est vraiment ce passage de la théorie à la pratique. On passe de la contemplation passive à l'action ciblée. L'idée, ce n'est plus de penser le monde dans sa totalité, mais de faire quelque chose d'utile à son échelle, ici et maintenant. Et voilà la conclusion légendaire du conte. Alors que Pangloss tente une dernière fois de justifier tout le chaos du monde avec sa théorie, Candide l'interrompt. Sa réponse, elle est définitive. Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. En d'autres termes, assez de discours. Il est temps d'agir sur ce qu'on peut maîtriser, son propre environnement, son jardin. Et c'est la question que cette œuvre nous renvoie plus de 2 siècles et demi plus tard. Loin des grands discours, loin des systèmes qui prétendent tout expliquer, le message de Voltaire nous invite à identifier ce qui est à notre portée, dans notre propre vie. Quel est ce travail concret, ce travail qui a du sens et qui mérite notre énergie et qui peut, à sa petite échelle, faire reculer un peu le chaos ?